Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons dans Sport à la Une après ces quelques semaines de pause. Dans ce numéro, il sera beaucoup question de basketball. L'équipe nationale s'envole ce soir en Espagne pour entamer la deuxième phase de préparation en vue du prochain mondial. Mais que de difficultés rencontrées par Chersar et son équipe. Une habitude dans le sport de haut niveau au Sénégal. Le Dakar Université Club a la main mise sur le basket féminin au Sénégal. Les étudiantes ont remporté ce dimanche leur troisième titre de la saison, s'imposant devant l'AS Ville de Dakar à l'occasion de la première édition du Challenge IAM. Justement, pour parler de cette actualité basket, notre invité, Serine Boup, président du CNBS. Les championnats nationaux d'athlétisme ont vécu ce week-end à Bourg. Plus de 600 athlètes y ont participé. Un record national est tombé, celui du 5000 mètres, grâce à Christian Monga. Adia Areddiaï, désigné meilleur athlète chez les dames, et les spécialistes du 100 mètres haies. Elle nous rejoindra également en cours d'émission. On parlera de football avec le deuxième tour des qualifications à la CAN 2015. L'équipe nationale cadette éliminée après avoir concédé le nul partout devant le Togo. Et puis du côté des seniors, l'équipe d'Alain Giresse connaît ses ultimes adversaires en poule des éliminatoires de la CAN 2015. Il s'agira du Botswana. Et puis nous irons à la découverte d'un musée du football. Ce sera bien sûr au Brésil, à Sao Paulo, le Brésil dont donc le pays adore le football. C'est une culture, c'est une passion, c'est un symbole. Et puis en fin d'édition, nous retrouverons bien sûr Madio Père pour donc la chronique hippisme. Bienvenue à tous. Et voilà, nous retrouvons nos chroniqueurs maison. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir Mafatou, bonsoir Malal, bonsoir M. Mboup et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, Madame Junior Diagne, bien rasé, bonsoir. Bonsoir Mafatou. Tout beau. Tranquille. Bonsoir Monsieur Mboup. Bonsoir madame. Alors nous allons tout de suite parler de l'actualité dominée comme je vous le disais par le basketball. Il a manqué un titre, celui de Coupe du Sénégal aux Duchesses pour réaliser le Grand Chelem. Elles se contenteront volontiers de la prouesse réalisée cette saison et conclut hier par la victoire devant l'équipe de la ville de Dakar. Score final entre le Duc et l'ASVD 66-49 malgré un premier carton poussif. Les filles de Morika Fall ont mis les bouchées doubles en seconde mi-temps. Les temps forts de cette finale Challenge IAM première édition, Cher Sadi Boudiara, Ibrahim Kamara, Tierno Laurent Mendy. Du spectacle à gogo lors de la finale de la première édition du Challenge IAM. Les finalistes AS Ville de Dakar et le Dakar Université Club sonnent la grande mobilisation dans les tribunes. Les deux camps rivalisent de ferveur. La prestation de la chanteuse Viviane Chedid enchante les supporters. Après l'ambiance, place au jeu. La bande à Maïmouna Diarra réussit une meilleure entame. Elle mène 17-11 à la fin du premier quart-temps. Une avance de courte durée. Le Dakar Université Club hausse le rythme, retrouve l'adresse et reprend la main à la pause. 28-24. On n'a pas de maturité, on n'a pas d'expérience, on a des joueurs très jeunes, on n'a pas ce que le Duc a. Les meneurs de jeu qui sont capables de faire la différence et de tenir le jeu et d'être pratiquement le relais de l'entraîneur. Ça, on l'a pas. Parce que notre meneuse de jeu à nous a été suspendue. En seconde mi-temps, les protégés de Mborika Fall déroulent. L'équipe de la municipalité de Dakar est dépassée sur tous les plans. Après qu'on est allé au vestiaire, le coach nous a dit qu'il fallait qu'on en termine au troisième quart-temps avec le match. Et c'est ce qu'on a fait. Il fallait qu'on accélère la cadence, comme le dit Mimi. Sabel Diatta, meilleure joueuse de la finale, rayonne sur la fin de partie. Le public estudiantin explose de joie. Le Duc gagne à 66-49
et inscrit son nom en premier au palmarès des vainqueurs du challenge IAM. Définitivement, on est venu avec l'esprit de la guerre et on a dit qu'il fallait qu'on termine la saison très bien et qu'on joue collectivement et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé dur pour arriver jusque-là. Je ne suis pas vraiment satisfaite de la saison en tant que joueuse personnellement parce que je trouvais que je n'ai pas très bien entamé toute la saison, mais grâce à Dieu, j'ai pu me racheter. Une première, l'organisateur parle de réussite et s'inscrit dans la durée. Un bilan de satisfaction, une bonne organisation, des équipes talentueuses et qui nous ont donné du beau spectacle. Et le meilleur a gagné, mais je pense qu'au total, c'est le basketball féminin sénégalais qui gagne. C'est une première édition et nous voulons vraiment, dans le cadre de notre politique RSE, de socialité responsable, notre responsabilité sociale, accompagner aussi les sportifs et le monde du sport. Avec ce trophée, le Dakar Université Club écrit un peu plus sa légende dans le basketball sénégalais. Il gagne aussi au passage 750 000 francs CFA et un 3e titre cette saison. Voilà. Merci beaucoup à Chersadi Boudjara, Younous Diata. Alors, Malal, vous avez regardé cette finale et apparemment, c'était une belle finale. Une très belle finale avec le Duc qui a montré que c'était une très très bonne équipe qui avait réussi à déjà gagner face à l'équipe de Sénégal Basket Club et qui a terminé en beauté cette saison et qui a dominé pratiquement tout au long de cette rencontre cette équipe de l'ASC Ville de Dakar, qui est une équipe qui a de l'avenir, puisqu'avec des jeunes joueurs, et l'entraîneur promet l'année prochaine de bons recrutements pour renforcer son effectif. Une équipe qui a de l'avenir, mais quand même, je pense que le Duc est très très souverain ici à Dakar. Ouais. Par le Saint-Louis Basket Club, il n'y a pas d'adversaire pour battre cette équipe des Duchesses. Espérons que la Ville de Dakar va grandir l'année prochaine pour sérieusement donner une belle opposition à cette équipe du Dakar University Club. Alors, Serine Boup, justement, c'est sous votre magistère que se tient pour la première fois ce challenge IAM qui a regroupé 13 équipes féminines de la Ligue de Dakar. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé hier avec la finale, est-ce que vous êtes satisfait? Et puis parlez-nous un peu de ce partenariat avec un institut de formation. Très satisfait parce que l'IAM, on le sait, est une école d'excellence dans son secteur qui est un peu structurée sur le modèle des universités américaines, nord-américaines en tout cas, où on sait le rôle du sport, mais du basket en particulier. Et les résultats du Duc et de l'UGB, vous venez de le dire, et leur emprise sur le basket montrent qu'effectivement le partenariat sport-études doit fonctionner. Et le fait que IAM vienne booster un peu le basket féminin dont on connaît le potentiel, mais aussi dont on connaît l'attractivité, et donc est un excellent moyen pour nous, un bon partenariat qui doit non seulement accompagner nos jeunes athlètes, puisque après ils sont dans les universités, on le sait, à l'IAM il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup d'étudiantes, et donc leur permettre d'avoir des moyens d'étudier en continuant de jouer au basket, puisqu'ils vont avoir comme l'UGB une section qui s'occupe de partenariat sport-études, et pour nous une très belle opportunité, justement dans la perspective de la relance et de la réorganisation du basketball. Alors, Président, vous avez fini votre saison sur le plan national, c'était votre première. Alors j'imagine, pour vous, le bilan est positif. Très positif. Par rapport, d'abord, oui, très positif. On a tendance à l'oublier, mais il y a quelques mois encore, début janvier, personne ne pensait qu'il y aurait d'abord une saison. Je rappelle qu'on a débuté en février. Pourquoi? Qu'est-ce qui posait problème? Parce que nous étions dans une perspective très compliquée du fait de la suite des différentes suspensions que le Sénégal a enregistrées de par la FIBA, pour les équipes nationales d'abord, pour tous les clubs sur l'Afrique, tous les officiels, les arbitres et tout. Et donc sur une forte et lourde amende, avec une image écornée, entachée de notre basketball, donc suite aux événements sur les équipes de jeunes. Et donc on était venu, justement, le comité, suite à cette crise, avec pour objectif principal non seulement de renouer et de ressouder la famille, mais aussi d'organiser des compétitions régulières et de travailler, amener le Sénégal sur l'échiquier international. Et de ce point de vue, je pense que nous avons plutôt bien réussi. Le championnat était difficile. Je vous ai dit, il a fallu l'organiser avec 4 mois de moins que sur la durée normale.
Et puis avec des innovations, dont le Trophée des Champions, le All-Star Game, et puis les très belles finales quand même qu'on a connues. En mettant les moyens, je le signale, et c'est un peu banal, c'est pas toujours visible, de relever les services à tous les niveaux, au niveau de la sécurité, au niveau des primes, au niveau des moyens de transport des équipes, des arbitres et des officiels. Et donc, en mettant vraiment un peu plus de moyens que d'habitude, et en continuant à réfléchir et évidemment à gérer l'état général du sport de haut niveau au Sénégal en général, du basket en particulier. Dont je sais on aura l'occasion d'en parler. Au niveau des innovations, Président, on a vu que cette année, vous avez décidé de séparer les finales des championnats nationaux et des coupes du couronnement des rois et reines. Ça va se faire quand, où et pourquoi vous avez décidé de séparer cela? D'abord, nous, on a pensé qu'il n'était pas toujours équitable. Après qu'au sein d'une équipe, il y a les joueurs, vous avez l'effectif, vous avez les entraîneurs, vous avez les médicaux, vous avez les dirigeants. À la fin de l'année, qu'on prime une seule personne. On pensait que c'était un problème d'équité. Et souvent, on lui donne des moyens qui dépassent le budget du club pour l'année, puisqu'il y a un sponsor qui se manifeste ponctuellement. Je parlais de la forme de rétribution du roi et de la reine, tel que cela se faisait, dans un contexte d'absence totale de moyens au niveau des clubs, où il n'y a pas les structures qu'il faut, il n'y a pas parfois même des chaussures adéquates. Donc, ça veut dire que les récompenses seront revues à la baisse? Pas revues à la baisse, mais mieux réparties. Équitablement, on les pense même plus importantes, mais nous allons vers carrément récompenser ce qui constituerait l'équipe type, ce qui constituerait le meilleur joueur de l'année, le MVP, le coach et les arbitres, aller au-delà. Et puis pourquoi pas voir quel est le club qui aurait, de par son organisation, sa structuration, son académie de formation, puisque c'est important, présenter le meilleur profil. Et évidemment, le MVP, féminin ou garçon, aura encore ce titre, ce fameux titre de roi et reine. Mais s'il y a des récompenses, on ne les mettra pas que sur cela. On les répartira dans la famille. Je pense que c'est plus équitable et c'est aussi beaucoup plus motivant, beaucoup plus challenging, comme on dit, puisque dans une équipe, on a souvent tendance à marquer la différence pour être celui ou celle qu'on prime, alors que le collectif est toujours là et sans le collectif, il n'y a pas de résultat, on le sait. Justement, en parlant de récompense, hier j'entendais parler de la mise en fait pour ce trophée IAM, 750 000 francs. Est-ce que ce n'est pas une petite somme par rapport à toute la performance qu'il y a eu déjà auparavant dans la compétition et puis par rapport à la finale? Pourquoi ne pas penser à un partenariat, des étudiants qui pourraient aller suivre des cours au niveau de l'institut, des choses beaucoup plus poussées? Oui, pris comme ça peut être dérisoire, mais je peux vous dire dans le football, dans le sport sénégalais, dans le basket en particulier, ce n'est pas aussi dérisoire. J'ai vu des finales où on donnait des enveloppes de 10 000 francs aux vainqueurs des éditions nationales et 5 000 aux vaincus. Il n'y a pas longtemps encore. Si vous dire combien ça peut être important. Cette année, nous avons innové en disant qu'on ne donnait pas de l'argent, on donnait des médailles qui pouvaient servir de souvenirs. Et donc, c'est une somme extrêmement importante, mais c'est vrai, qui va aller au club, qui verra comment soutenir. Mais je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut aller dans le sens de bâtir un partenariat plus fort, dans le sens de l'encadrement, de la formation, du suivi, et d'échange j'allais dire même de services, puisque l'IAM a, on le sait, les aptitudes et les outils pour justement accompagner ces clubs-là. Et donc, je suis d'avis que c'est une première édition qui va être évaluée, et probablement le comité régional de Dakar, qui en est l'organisateur, et l'IAM, donc, vont réfléchir avec le CNBF et CNBS, et surtout avec le programme que nous allons sortir pour voir comment on peut faire pour affiner ce partenariat dans un sens beaucoup plus profond. Alors, Président, pour en revenir à cette cérémonie du roi et de la reine, on a noté que pour cette saison, les étrangers ont été exclus, donc il ne peut y avoir de roi ou de reine qu'un joueur sénégalais. Ah non, c'est vous qui me l'apprenez. C'est vous qui me l'apprenez. Nous avons prévu d'organiser la nuit du basket pour clore la saison. On est en train de voir, pour des raisons de calendrier, de le faire avant le départ pour l'Espagne, probablement la nuit du 26 août, puisque l'équipe rentre le 25 et repart le 27. C'est la veille de l'arrivée de l'équipe des États-Unis. Et dans une grande soirée, qui sera une soirée où on récompensera tout ce dont j'ai parlé, tout ce qu'ils ont primé au cours de l'année, mais aussi ceux qui ont fait l'histoire du basketball. Les anciennes gloires, les anciens dirigeants, tous ceux qui ont contribué à faire du Sénégal ce pays de basketball qu'il est. Et donc, on donnera des titres posthumes parfois, on récompensera des légendes vivantes, mais donc, Président, les Maliens, les Camerounais qui évoluent dans ce championnat peuvent être couronnés. Oui, absolument.
Absolument. Très bien, merci pour la précision. Alors Malal, on poursuit justement sur cette actualité basket, cette fois-ci avec l'équipe nationale du Sénégal. Le basket au masculin, c'est la préparation de l'équipe nationale du Sénégal en direction de cette prochaine Coupe du Monde qui va se jouer en Espagne. Encore une fois, il y a eu des problèmes et les problèmes ont pour nom les assurances des joueurs. Les joueurs ont même boudé les entraînements pour réclamer cela et ça a posé beaucoup de problèmes. Le cas Mame Diodio Diouf est encore frais dans nos mémoires. Nous allons suivre donc ce reportage d'Abdelaziz Kane d'Aboubakri Kamara sur les solutions qu'il urge de trouver à ce problème. À chaque campagne, c'est problème d'assurance. C'est à croire que le basketball sénégalais ne sait pas se départir de ses ennuis liés aux assurances. Après le feuilleton Mame Diodio Diouf, c'est l'équipe nationale masculine qui a été perturbée dans sa préparation. Les assurances n'ont pas été contractées selon l'échéancier qui était fixé en avance. Mais cela a été dû à des procédures plutôt qu'à la volonté. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du basket sénégalais quand même qu'on paye plus de 20 millions de francs pour assurer des joueurs. Mais c'est un problème qui a toujours existé. Moi, je me rappelle que vous vous souvenez, en pleine route pour le championnat d'Afrique, un joueur s'est désisté. Le cas de François Mendy, c'est un problème d'assurance. Et vous savez aussi, au niveau des équipes nationales, on a toujours eu ce problème. Les filles, je sais que durant le championnat du monde, nos filles nous avaient posé des problèmes d'assurance. À savoir, donc à son temps, il y avait Aya Traoré et à son temps, il y avait Assou Ndiaye. Et toujours, les problèmes d'assurance n'ont jamais été réglés. On pourrait croire que les problèmes d'assurance sont seulement liés au basket, que nenni. Au football, on ne voit pas ce problème parce que la FIFA paye l'assurance pour les compétitions internationales. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le sport est une activité à risque. Parce que quand tu fais du sport, il est possible que tu te blesses. Si tu te blesses alors que tu avais une situation contractuelle avec un club privé qui avait fait toutes ses prévisions en tenant compte de ta présence, l'absence que tu vas avoir après la blessure va handicaper le club, qui sera en même temps obligé de continuer à te payer parce que tu continues à être son employé. Et donc tu as eu une sorte d'accident du travail. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre en place un système qui permette de prendre en charge les éventuelles blessures du joueur pendant la phase où il n'est pas avec son club, ou bien de les prendre en charge pendant la phase même où il n'a pas de club. Les solutions pour régler le problème ne manquent pas, même si les avis divergent quant à la bonne option. La solution, c'est d'abord très tôt voir les joueurs ciblés, très tôt voir les joueurs qui doivent compétir et essayer maintenant de régler l'assurance à temps. Et pour le régler à temps, moi je lui dis qu'il faut que ça soit budgétisé. On doit l'inclure dans les budgets prévisionnels pour le championnat d'Afrique. Ce n'est pas une question de délai, c'est d'abord une question de volonté. Cette année déjà, on a payé 20 millions d'assurance. Il faut que désormais au Sénégal, même quand les joueurs s'entraînent à Marius Ndiaye, qu'ils soient assurés, parce qu'un joueur peut se blesser ici. Il faut d'abord que les gens comprennent ça. Premièrement. Deuxièmement, il faut que les procédures de paiement de ces assurances soient allégées. Parce que c'est des besoins immédiats. Donc souvent, on ne peut pas attendre que le fameux circuit administratif puisse être emprunté par les ressources financières. Donc, c'est les deux conditions qui, je pense, doivent être désormais remplies pour que ces questions ne se posent plus. Même si ce n'était que le temps d'une journée, les problèmes d'assurance n'ont pas manqué de s'immiscer encore une fois de plus dans le basketball sénégalais. Avec ces couacs en série, les dirigeants de la dite discipline ont pourtant de quoi méditer pour mettre... Un problème compliqué, dites-vous, Monsieur le Président Serigne Mboup, c'est-à-dire cette histoire d'assurance, parce que tout de suite, Bamba Kassé parlait de paiement allégé, mais allégé pour qui et par qui? Alors, je disais que c'est un problème compliqué, je vais finir par le paiement, puisque vous l'avez dit dans le reportage, il y a eu beaucoup d'émotions avec Mame Diodio, et nous avons tous été très touchés. Je ne parle même pas de la polémique inutile, qui fait partie des taches noires de cette saison qui en a suivi. Mais donc, nous avions décidé, d'abord sur instruction du gouvernement, parce que quand même, n'oublions pas que le sport de haut niveau, malheureusement, continue à être financé par le gouvernement, et sur la volonté des membres du CNBS, suite aux différentes discussions que nous avons eues avec les autorités de l'équipe nationale, notamment les représentants des joueurs, le coach et tout, nous avons décidé de dire il faut qu'on arrête de faire
de l'amateurisme. Et l'amateurisme, c'est d'abord de vouloir faire jouer des professionnels dans des conditions d'amateurs. Et la première réflexion, après qu'on ait constitué quand même des patriotes sénégalais, je les salue, c'est des directeurs d'assurance que j'avais sollicités et qui ont réfléchi pour nous proposer une démarche. Cette démarche qui consistait à prendre les polices d'assurance de tous nos joueurs qui ont des contrats professionnels et de l'externaliser en équipe nationale. C'est-à-dire que Gorgui Sy Dieng est assuré aux États-Unis via la NBA. Il a fallu prendre contact avec la NBA, avec son assureur dans son club, avoir accès à son assurance, prorater autant qu'il sera passé en équipe nationale, les matchs qui seront faits, etc. Et donc définir un montant à payer. Ça, c'est ça qu'on a fait. On a traqué tout cela. On l'a fait pour Malay. Et pour le reste des joueurs, cette même équipe nous a permis de réfléchir pour trouver une forme d'assurance qui couvre tout le monde. Non seulement les joueurs qui ont avec ou sans contrat, qui sont avec ou sans contrat, mais aussi l'ensemble des accompagnants de l'équipe. Les coachs sont aussi exposés au même risque. Le coach et ses deux adjoints, le médecin et ses deux et les deux kinés. C'est tout ce qui est aussi une première suite à la demande forte des kinés. Et ils seront 3 en Espagne. C'est aussi le cas de l'intendant, c'est aussi le cas de chargé en communication, enfin de tout ce qui tourne, de l'arbitre qui accompagne l'équipe. Donc la troisième police qui a été souscrite était celle-là qui couvrait tout ce monde-là. Et que les couvrait naturellement dans des proportions où touche du bois s'il y a un problème. Comme aujourd'hui, c'est arrivé aux États-Unis, il y a un jour blessé, personne ne le sait. Et je touche du bois, si c'est au Sénégal, ça doit être une banalité de cette nature. L'assurance prend en charge, quel que soit le lieu de l'infraction, quel que soit le pays où il doit être soigné, et quels que soient les moyens qui devront être pris en compte, l'assurance prendra pour 100%. Et après, pour cela, il était difficile, Bamba disait que c'est compliqué, puisque quand vous assurez des gens, il faut savoir lesquels. Il faut que l'entraîneur fasse son regroupement, il faut qu'il fasse son tri, sa sélection élargie, qu'on arrive à un groupe. Là, on a assuré les 16 qui vont à Malaga. Les 12, et ça n'est pas évident, mais l'assurance portera sur les 12 finalement. Pour les 16 aussi, puisqu'ils sont en réserve de l'équipe, ils peuvent être appelés en cours de... Donc, s'il y avait des problèmes. Ensuite, il faut pouvoir faire payer ça par l'État. Je pense que c'est le deuxième élément dont on parlera. Et pour faire sortir les finances publiques, je pense qu'il y a des procédures qu'il faut respecter. Et je voulais saluer vraiment la volonté des deux ministres de sport qui ont géré ce projet. Parce que autant M. Mbagnick Ndiaye que M. Matarba, dès son arrivée, je veux dire, les 2 premières semaines, ils ont géré avec diligence. Qu'est-ce qui explique donc l'assurance individuelle de Gorgui Sy Dieng et Malendo qui évoluent en Pro A par rapport aux autres qui ont une assurance collective? Mais parce que c'est assuré en fonction de la nature de l'assurance qu'ils ont dans le club. Moi qui suis assuré par personne, si on m'assure dans des proportions où j'ai 10 mois de salaire garanti quand même, avec des indemnités fortes en cas de difficulté, je n'ai pas la même prime à payer qu'un Gorgui Sy Dieng qui est professionnel à la NBA. Nous avons l'ordre de 7 500 $ pour l'un, 3 000 € pour l'autre et une dizaine de millions. Pour Malay. 3 000 €, c'est pour Malay. C'est ça, exactement. Alors, vous parliez un peu de ce programme. Moi, je me souviens de conférences de presse, de sorties de Chersar notamment, par rapport à un programme. Là, il y a déjà, on va dire 48 heures, voire 72 heures de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur que ces incidents, si mineurs soient-ils, même solutionnés, n'aient pas une incidence quand même sur la performance de nos Lions? Non, justement, parce qu'en fait, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de grève non plus. Je pense que ce qui était à la conférence... Ils ont boudé. Ils n'ont pas boudé. L'entraîneur, dès le départ, et toute la presse y a accès, nous a donné un programme. Et ce programme est connu de tout le monde. Chaque jour, X heures, de telle heure à telle heure, on fait ça. Le contenu n'est connu de personne. C'est lui qui le définit. Et effectivement, quand nous avons eu ce retard, qui est dû, je le dis, essentiellement, mais vraiment essentiellement, du fait qu'il y avait changement de gouvernement, et donc on n'a pas pu, au dernier moment, accélérer les processus, mais bien que les décisions étaient déjà prises. Et la Korité était là, et le lundi déjà, d'avant Korité, nous avions tous convenu que les assurances allaient payer le jeudi. Donc ce qui a été fait. Entre-temps, ils se sont dit, écoutez, on sait que le problème, surtout de la NBA, c'est qu'on ne se blesse pas sur le parquet. Parce qu'on peut tout dire, sauf dire qu'on ne joue pas au basket. On se blesse dehors, ça peut créer un problème. Et donc, pour les questions de cohésion de groupe, ils ont dit qu'ils vont donner au contenu de ces séances d'entraînement déjà prévues
un autre contenu plutôt, qui était justement d'aller en salle, et c'est ce qui a été fait. Ils ont quitté le stade pour aller à la salle de musculation, et donc toutes les séances ont été tenues, et c'est justement quand ils ont su que l'assurance, les SWIFT des virements ont été donnés, qu'ils ont repris l'entraînement collectif. Encore que, de manière globale, l'objectif de Dakar, la première étape, était une étape de remise en forme des jours, pas de nivellement, puisque vous avez les étudiants qui sont dans les collèges qui ont arrêté en mars, NBA, ceux qui ne sont pas dans les playoffs ont arrêté en mai, et donc, donc il fallait les retrouver, et c'est la raison pour laquelle, à la demande de l'encadrement technique, nous avons fait venir le coach du Real de Madrid, le préparateur physique, qui a contribué. Donc l'étape de Dakar était essentiellement axée sur la remise en forme collective et donc sur le nivellement des formes. Mais avec Président, un peu ces différences au niveau des prix payés pour les assurances, est-ce que vous serez toujours dans le budget qui avait été arrêté, qui est de 100 millions? Non, le budget de la Commission n'a jamais été de 100 millions. Le budget était de 250, 260 millions. Le ministère des Sports, dans son arbitrage, avait affecté via le Comité national olympique 100 millions au basket. Il fallait chercher le gap. Et le budget qui est fait, qui a toujours été fait, incluait même... Et le gap, vous l'avez, les 150 millions? Mais bien sûr, le budget est bouclé et c'est pour la raison pour laquelle l'équipe nationale est dans les dispositions de partir. Alors justement, l'équipe nationale, celui qui en parle le mieux, c'est certainement Chersar. Voilà, donc Mampato entre-temps, donc tous ces problèmes, l'État a pris les choses en main. Assurance payée, réservation d'hôtel confirmée. Les Lions du basket donc ont repris le chemin et des entraînements. Marus Ndiaye, Chersar donc passe en revue l'actualité du groupe, l'état d'esprit des joueurs, les contraintes de dernière minute, les problèmes d'assurance. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaziz Khan. C'est correct, tout est fait, tout. On paye les assurances, on n'a jamais demandé de prime. On a demandé des assurances pour s'entraîner, mais il y a beaucoup qui ont quand même changé le truc en parlant de primes. On n'en a jamais parlé, jamais. On a parlé uniquement des assurances des joueurs pour pouvoir s'entraîner. C'est ça qu'on a exigé. Et les gens, c'est un processus qu'ils ont entamé depuis longtemps, mais ça a abouti que hier. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'on s'est entraîné sur le terrain. Non, ça n'a pas cassé du tout, parce que quand même, les séances, on les a gardées quand même. Mais c'est le contenu de l'entraînement qui a changé. C'est le contenu, parce qu'il y a 3 séances où on devait s'entraîner sur le terrain, le parquet avec ballon de basket. On les a un peu modifiés et s'adapter par rapport à ça. Et ça s'est très bien passé parce que quand même, on a quand même pu améliorer la condition physique de tous les joueurs, harmoniser quand même le niveau de chacun et c'est très positif pour nous. C'est quand même le préparateur physique, on a donné des instructions par rapport à ça. Je pense que le niveau d'engagement sur le plan physique est énorme. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Bon, je pense que c'est une très bonne séance, quoi. C'est une séance où les joueurs étaient très nerveux parce que c'est la première fois où on a mis en place des systèmes de jeu. On a fait quelques répétitions par rapport à ce système et je voudrais savoir comment ils se comportent. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a eu quelques difficultés de communication sur le jeu entre les joueurs, quoi. Il fallait réguler et régler ces détails-là. Je pense qu'ils sont très concentrés. Et maintenant, comme le groupe est complet, je pense que chacun voudrait quand même montrer qu'il a sa place ici, quoi. Parce que sur ces joueurs, on va libérer quand même les 4. Et je pense que les 4 qu'on va libérer, c'est des postes et il y a quand même une concurrence. Et je pense que c'est ça qui a amené la nervosité, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont envie. Ils ont envie de défendre le maillot national et ça commence par l'entraînement. Je pense que c'est une appréciation très positive de la séance d'aujourd'hui et je sais que si on continue comme ça, on aura quand même un groupe très engagé, très déterminé et une grosse envie de vaincre. Quand j'ai demandé aux médecins, ils m'ont dit qu'ils ne souffrent d'aucune lésion. Peut-être ça peut être mental, quoi. Toute l'opération très, très bien passée et ensuite on voit quand même qu'il fait de très bonnes choses dans la raquette, capable de tirer, capable de se matcher, capable de contrer. Peut-être c'est les déplacements un peu, et ça c'est son poids qui le pousse à marcher comme ça, je crois. Maintenant, il a encore du temps, hein. Il a encore du temps et il mérite d'être ici parce que la taille, le coach ne va pas coacher la taille. Soit le bon Dieu donne la taille ou ne donne pas. Il fait 2,15 m, ça ne court pas les rues, donc c'est pourquoi il est là. Et je pense que ce sera très stratégique
sur le plan tactique, défensif, tactique, offensif. On va quand même mettre en place les certaines attaques. Et je pense aussi que quand même il y aura des stations spéciales. Il y aura beaucoup de jeux et beaucoup de tirs. Et en fonction des adversaires qu'on va rencontrer, on va quand même mettre en place des stratégies défensives. Le Sénégal n'a jamais gagné de match en Coupe du Monde, jamais. Nous, on veut gagner des matchs. On a envie de le faire. On est là pour ça. On a appelé les joueurs pour qu'ils viennent aller là-bas jouer, donner le maximum. Donc c'est ça qu'on veut faire. Voilà, le Sénégal qui n'a jamais gagné de match. On va tout de suite rebondir sur ça, justement. Il faut gagner un match, mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de juste se limiter à oui, il faut gagner un match à une Coupe du Monde? Quand on va à une Coupe du Monde, il a dit gagner des matchs. Ah, des matchs. Pour qui connaît, on avait commencé par un match. Voilà. Pour qui connaît Chersar, on sait que c'est un coach qui a un tempérament de gagneur. C'est vrai que maintenant, la Coupe du Monde, c'est un tout autre niveau. L'objectif affiché, c'est d'y aller pour avoir une équipe pour gagner la Coupe d'Afrique 2015. Mais ça passe par des victoires. Des victoires. Voilà. Alors, M. Mboup? Oui, ça passe par des victoires. C'est la raison pour laquelle le comité a répondu exactement à la mise en œuvre du programme défini par le coach. Et ce programme, c'est la continuité un peu avec son groupe de performance. Il est quand même là depuis 3 ans. Ils se connaissent. Il y a 7 joueurs qui forment un noyau dur. Il y a des nouveaux jeunes, de nouveaux talents. Ils le disent, les joueurs, l'encadrement, jamais ils ont été mis dans d'aussi bonnes conditions de préparation, avec tout ce qu'il faut. Je vous dis là, avec le matériel médical, les kinés, les équipes, ils sont aux normes des grandes équipes qui seront là-bas, et y compris jusque dans les équipements qui sont mis à leur disposition par notre équipementier. Parfois c'était là et c'était pas livré, ou c'était pas là, mais en tout cas aujourd'hui ils sont équipés du même niveau, avec le même standard et les mêmes éléments que toutes les équipes. Donc oui, on a l'espoir qu'effectivement, et on a du talent, on le sait, on a des jeunes qui se connaissent, qui ont de l'ambition, donc on est dans une poule extrêmement difficile et relevée, et on ne le dit pas, mais l'objectif, on leur a dit faites de votre mieux, mais on sait qu'il y a le talent et l'esprit pour aller faire quelque chose là-bas. Voilà, Président, il y a eu un moment où vous avez annoncé la visite de la Dream Team américaine ici à Dakar. Ce sera d'ailleurs sans Paul George, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui s'est blessé. Gravement blessé. Gravement blessé même. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité? Ils seront là? Oui, c'est toujours d'actualité, c'est confirmé. Ils seront là, et bien là, ils seront là le 27 août au petit matin, après avoir joué le 26 aux îles Canaries, un match amical. Ils passeront la journée avec nous, par une visite à Gorée, un camp qui sera organisé à Marichniaï pour des jeunes de la sous-région et du Sénégal de moins de 18 ans, 60 jeunes qui sont en train d'être détectés dans les centres de formation, qui passeront la journée avec eux sur un camp, par un point de presse, rencontre avec vous, et puis un cocktail où évidemment les différents partenaires seront invités. Et puis le départ pour l'Espagne, en même temps que l'équipe du Sénégal. Très bien. Alors, Serigne Mboup, très rapidement, votre avis. Ce matin, je lisais un conseiller en sport du président, Ndongo Ndiaye, qui tirait un peu la sonnette d'alarme, donc dans les colonnes de l'Observateur, donc il préconise la mise en place d'une politique de haute compétition, déplore que tout se fasse donc à chaque fois dans l'urgence. Notre sport est cancéreux. L'État ne peut pas tout faire. Dixit Ndongo Ndiaye, qui dit qu'il n'a plus le temps de la réflexion, car il passe son temps justement à gérer des urgences. En tant que président du CNBS, est-ce que vous avez le même sentiment de gérer tout le temps des urgences? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pourquoi je me réjouis de 2 choses. La première, c'est qu'il y ait le statut de sportif de haut niveau qui est en étude. Vous le savez, il y a une commission qui a été formée, qui a fait de grandes réflexions. Et que cette réflexion va probablement nous conduire vers quelque chose de nouveau. Et je suis d'accord avec lui aussi, mais je suis satisfait parce que j'ai vu qu'il y a une réelle volonté politique de changer les choses. Je suis d'accord aussi que si on veut faire les choses, il faut d'abord qu'on fasse les choix. On ne peut pas, étant un pays comme le nôtre, pauvre comme on est, avoir 37 fédérations, chacune participant à des compétitions. Je pense que les maigres moyens doivent servir à promouvoir tout, c'est vrai, mais à accentuer, en tout cas sur quelques disciplines phares, qui ont des rôles, qui ont des capacités de nous donner des satisfactions sportives, mais aussi qui ont des missions encore plus affichées de cohésion nationale, d'économie, etc., de porteurs de valeur ajoutée, etc. Et je pense au football, ça c'est ma vision à moi, je pense au basket, je pense à l'athlétisme, je pense au karaté, au judo, qui sont des sportifs. Et à tous les autres sports, c'est vrai, mais que les vrais moyens soient mis
sur ces sports-là pour ce qui est de l'international, parce que c'est par là qu'on peut avoir les satisfactions. Et qu'en est-il de la recherche de moyens additionnels par les structures C'est elles-mêmes? encore un des points importants et une des grandes missions du CNBS, c'est qu'on a compris que l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi nous avons, en tout cas dans notre ambition, et on a commencé à le mettre en œuvre, que tout ce qui est infrastructure de proximité ne soit plus du ressort de l'État. Nous avons un important programme de construction et de réhabilitation de terrains de basket, une quarantaine de nouveaux et 42 réhabilités. On a un programme, vous l'avez vu, avec l'USAID et la NBA déjà d'une vingtaine de terrains qui ont commencé à être installés. Et je pense que si on le fait dans toutes les collectivités locales, l'acte 3 le permet, on signe des conventions avec les mairies, on leur met à disposition, qu'ils le mettent dans leur patrimoine, on le gère. Nous amenons la formation des instructeurs et je pense qu'on aura les moyens d'avoir des moyens de développer localement et de sortir des charges de l'État, des infrastructures de protection parce que ça, ils ne peuvent pas. Deuxième élément, je pense que pour le basket, en particulier, on l'a vu avec la lutte, si on est organisé, si on a des clubs forts avec des structures fortes, organisées et crédibles, il est possible de générer, pour moi, une valeur économique. On parle de l'économie numérique, on parle de l'économie pétrolière, énergétique. Moi, je parlerai de l'économie sportive parce qu'il y a effectivement un réel potentiel, surtout dans le basket, où il est possible, en alliant l'audace des clubs organisés, le partenariat public-privé, l'ambition des grandes entreprises et en créant avec les médias qui ont quand même connu un développement, une explosion extraordinaire dans notre pays, je pense qu'on peut faire des choses. Si je vous dis que le budget de la fédération ne dépasse pas 150 millions par an et que chaque année on fait tout pour le trouver, tous les week-ends il faut courir pour trouver 2 millions, je dis il y a un problème. C'est inacceptable qu'on ne puisse pas trouver des entreprises du secteur privé, des médias comme vous et d'autres partenaires pour trouver des financements. Et ça, je pense que je suis comme Dongo, je pense que si on le faisait, on ne serait pas là aujourd'hui à attendre que l'État fasse. Le budget de la Coupe du Monde tourne à 250-260 millions. Si un pays comme le nôtre n'est pas capable de générer de par ses démembrements et ses structures et son économie tout simplement des budgets, on ne serait pas là à attendre que l'État, parce que l'État s'occupe de politique, d'infrastructures nationales et d'autres. Et je suis d'accord avec Ndongo, il faut repenser la politique sportive de la haute. Madame Président, une toute dernière question. Avez-vous le sentiment que vous entamez votre dernière année de normalisation? Je souhaite même entamer les derniers mois de normalisation. La saison s'est bien passée, je pense, globalement. On va aller en Coupe du Monde avec l'espoir de faire des résultats dignes de notre pays et de l'Afrique, parce que nous allons pour représenter l'Afrique. Nous allons revenir, nous allons accueillir la FIBA qui arrive pour évaluer avec nous le processus de normalisation qui est assez complexe, notamment sur le fichier, vous le savez, l'état civil qui est un problème africain, je ne dirais pas sénégalais, mais qui est un problème réel ici. Et puis dans tous les sports, qui est un problème d'école, simplement, de l'école et du pays. Et vous avez aussi la réforme des textes. Les textes sont bons globalement, la réforme de 2010 est bonne, mais je pense que nous devons avoir des clubs avec un nouveau profilage des dirigeants, des profilages de dirigeants capables de comprendre le rôle des sports comme moteur économique et social. Et puis, je pense que si on fait tout ça, et ce sont ces textes que nous allons partager avec la FIBA, avec l'ambition de contribuer à changer les choses pour que d'ici à quelques années, l'État soit simplement l'accompagnateur, le créateur d'environnement, mais pas le bailleur de fonds essentiel sur lequel on tape pour pouvoir participer. Alors, cher Tidiane Diao, la toute dernière question. Le forfait des équipes, en fait, U18, hommes et femmes. Oui, le forfait hommes-femmes, pas encore, mais sûrement, si rien ne change, U18 hommes, oui, parce que nous avons été sanctionnés, et pour ce que vous savez. Nous avions pris langue avec la FIBA sur nos différentes rencontres, lors de nos différentes rencontres, d'installer le logiciel FIBA Organizer et ensuite de mettre un système d'information de façon globale qui puisse gérer le problème. Nous sommes encore dans le processus. En interne, d'abord, notre commission juridique travaille, on n'a pas fini. Nous n'avons aucune maîtrise de l'état civil tel qu'il est, bien que chaque semaine, notre commission juridique détecte une dizaine. Si vous venez, c'est pas pire qu'on en a. On essaie de déceler parmi ceux-là ceux qui peuvent jouer ou pas. Et on pardonne à certains, on sanctionne d'autres. Et on a dit on ne peut pas prendre le risque de retourner sur l'international. Je dois dire que la FIBA nous avait invités, et donc nous n'avons pas participé aux éliminatoires. Mais nous avons pour ambition de regrouper périodiquement toutes les équipes. Nous allons le faire pour l'équipe
U18 filles, nous allons le faire pour l'équipe nationale féminine, mais nous allons participer aux compétitions quand les conditions le veulent. Et pour les U18, pour terminer, nous n'avons pas eu la maîtrise de notre fichier et nous n'avons pas encore installé FIBA Organizer qui sera livré totalement lors de la Coupe du Monde. On vient de recevoir un courrier de la FIBA le confirmant. Et donc, nous avons préféré renoncer. Sans compter que les nombreux amis que nous avons dans le pays avaient commencé à enquêter sur les potentiels joueurs pour nous sortir les états civils différents, pour dire que rien n'a changé. Et nous avons décidé de ne pas y aller. Vous ne prenez pas le risque. Pour les filles, on réfléchit. Si nous avons les certitudes, nous irons donc à Bamako. Pour dire simplement à tous les spectateurs et ceux qui aiment le basket, ce n'est pas un problème de moyens, le budget était déjà bouclé, il est dans celui des équipes nationales, comme le budget pour Séville, mais c'est parce que nous avons pensé, voilà, et nous avons certainement. Merci beaucoup, Serine Mboup, de nous avoir accompagnés pour cette reprise de Sport à la Une et dans cette première partie de ce magazine. Alors, vous parliez de problèmes d'âge, c'est ce qu'on a aussi connu dans le football, Cheikh Tidiane Diao, avec cette équipe nationale cadette décimée d'une grande partie de ses joueurs, parce que justement, des tests IRM ont été faits et qu'il s'est avéré que la plupart n'avaient pas 17 ans, mais ceux qui ont joué également, bon, je pense qu'ils avaient 17 ans. Voilà, bon, il y a eu le cas de Diawane Diagne qui joue aujourd'hui au Barça B. Bon, mais quand même, cette équipe nationale cadette, Mamfatou a été éliminée de la CAN. C'était au stade Caroline Faye de Mbourg lors du deuxième tour des qualifications. Donc, les Lionceaux qui ont encaissé le but de trop, puisqu'à l'aller c'était 0 but partout, et au retour donc les deux équipes ont fait match nul, 1 but partout, donc un nul malheureux, encore un nul contre le Togo qui nous élimine ici au Sénégal. Compte rendu de ce match signé Cheikh Tidiane Dione. Les éperviers du Togo ont brisé le rêve des Lionceaux, ces derniers qui avaient pourtant l'ambition majeure de renouveler l'exploit de 2011 de leur aîné au Rwanda. En première heure, la rencontre opposant Sénégalais et Togolais en catégorie cadette était plutôt équilibrée. C'est au retour des vestiaires que les Togolais ont fait sauter la clé du verrou précisément à la 54e minute par l'intermédiaire de Bododa Koumla Yaoura sur passe de Andra Raoul. L'entraîneur togolais ne cache pas sa satisfaction. Il estime que toutes les consignes ont été respectées à la lettre. Aujourd'hui, on sert vers le... On sert au milieu de terrain, on laisse les espaces sur le côté et on va en compte pour essayer quand même de marquer un but en premier. Ça a marché avec beaucoup de chance. Vous savez, avec l'expérience, je sais que quand on avait fait match nul à Lomé, l'équipe togolaise n'aura pas la pression ce soir à Dakar. C'est l'équipe sénégalaise qui devait sortir et jouer. Parce que nous, au pire des cas, on va faire match nul 0-0 et aller au tir au but. Bon, c'est ça. Mais je sais aussi que l'équipe sénégalaise va presser. C'est ça que nous avons fait un entraînement en conséquence pour pouvoir jouer en contre et trouver la faille. À la minute qui suit, les Lionceaux tentent de riposter, mais dans le désordre. Malgré l'entrée simultanée de deux joueurs, notamment Mortala et Raymond Mendy, les plombs de Coach Balo Kodjo continuent toujours de jouer leurs cartes devant des Sénégalais qui confondaient vitesse et précipitation. Peu inspirés, les Lionceaux sont maladroits devant la catch adverse. C'est à la 77e minute qu'Ousseynou Ndiaye marque le but égalisateur. Score final, un but partout, résultat insuffisant, explique le coach. Dans le groupe, il y a des joueurs qui sont susceptibles, qui sont capables de prétendre à mieux. Bon, il faut les encadrer et partir. Pour ce qui est de mon sort, c'est une question d'évaluation et on en discute avec mes supérieurs qui m'ont donné la tâche. Et puis voilà, ce qu'un peut faire, 19, 30, dans un pays où il y a 10 millions, il y a 1 million qui peut le faire. Donc on peut interchanger. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler dans la durée. Je prends l'exemple du Mali. Ils sont venus nous jouer, on n'avait même pas d'équipe. Eux, ils étaient déjà prêts. On a pris la Mauritanie, elle est venue. L'Afrique du Sud est en tournée. Nous, on cherche encore équipe. Parce qu'on nous met juste pour l'événementiel. On a un peu joué du spectacle, si vous regardez un peu à un moment donné. Ça n'amène pas. C'est de leur âge, ils aiment le ballon, ils jouent le ballon, mais ce n'est pas compétitif. Malgré la déception, le chargé de la petite catégorie demande aux Sénégalais d'être patients et de laisser du temps au temps. Oui, mais je crois que ça, c'est un vieux souvenir. Je crois que si vous allez à l'équipe nationale aujourd'hui, que ce soit Modou Kara, Pape Ndiaye Souaré, Idrissa Gana, Moussa Konaté, tous étaient à cet âge, dans 4 ans passés à ce niveau-là. Je crois qu'aujourd'hui,
tous les gosses qui sont en équipe nationale aujourd'hui ont fait toute leur classe. Et je crois que cette équipe, allez voir jouer, je crois que nous avons une bonne graine. Maintenant, il faut prendre le temps, patiemment. Maintenant, ça nous donne plus de temps pour nous concentrer aux juniors. C'est regrettable parce qu'il y avait de la place et il faut reconnaître qu'ils ont fait un excellent match. Et c'est dans le football. C'est seulement dans le football que les meilleurs ne gagnent pas. Et on a été meilleurs, mais malheureusement, on a perdu. Finalement, les éperviers barrent la route aux Lionceaux, victimes d'un score piège, 0 but partout à Lomé. Les protégés de Louis-Dominique Colli peuvent nourrir des regrets après avoir vendangé un nombre important d'occasions en première mi-temps. Les éperviers qui éliminent encore le Sénégal à l'image de leurs aînés, on s'en souvient encore à Léopold Sédar Senghor. Et pour le président de la Fédération sénégalaise de football, il va falloir travailler, conserver cette équipe puisqu'elle peut bien nous valoir des satisfactions dans l'avenir. Maître Augustin Senghor est au micro de Cheikh Tidiane John et de Mor Kharma. On a vu une équipe du Sénégal, une jeune équipe du Sénégal assez intéressante au niveau des qualités individuelles mais aussi au niveau du jeu collectif. On s'est créé d'innombrables occasions, mais on se rend compte que le mal sénégalais est profond, c'est-à-dire la finition. Et je le disais tout de suite qu'avec les entraîneurs, nous gagnerions à commencer à travailler au niveau du réalisme et au niveau du travail devant le but à cet âge-là pour que quand même on puisse vraiment matérialiser notre domination dans les différents matchs qu'on joue. Mais tout compte fait, nous avions fait un choix sur cette campagne, c'est-à-dire miser sur une équipe jeune qui va progresser. Nous avons complètement et définitivement décidé de ne plus faire participer dans nos équipes nationales des joueurs qui n'ont pas l'âge et nous en sommes tenus à ça. On l'a vu, on a des tout jeunes joueurs mais qui sont petits de talent. Voilà, beaucoup d'occasions, pas de but et au final donc une élimination. C'est malheureux mais c'est ça la loi du football. Alors on parle bien sûr, on se projette évidemment sur cette CAN 2015 concernant l'équipe nationale A avec donc des éliminatoires qui vont démarrer dès le mois de septembre. Sachez que le Sénégal aura dans sa poule en plus de l'Égypte et de la Tunisie le Botswana qui donc a sorti au bout de 2 rencontres aller et retour la Guinée-Bissau. Le Botswana qui donc a contraint les Bissau-Guinéens donc au match nul 1 but partout à l'aller. Les Botswanais avaient donc battu cette même équipe sur le score de 2-0. Alors cela veut dire, cher Tidiane Diawo et Malal, que l'équipe nationale du Sénégal jouera 2 matchs importants en moins de 5 jours, soit le vendredi 5 ou le samedi 6. Et puis le 10, là, la date est claire, nette et fixée contre le Botswana à Gaborone. Et surtout en se tapant des kilomètres et des kilomètres. J'irais s'il veut un avion spécial. Ah ouais, non, je pense que quand même voyager au Botswana en si peu de temps là, en prenant les avions Ndiagandiaï là, je pense que là ça va être très compliqué. Du tout. Là, dans ces conditions là, ça va être extrêmement difficile de faire un résultat là-bas. Ah très bien. Ah ben. Le discours est très négatif dès à présent, mais 8 heures de vol, ce n'est pas grand-chose, je trouve. 8 heures de vol, avec l'escale. Le problème, c'est le chemin. Tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Pour les joueurs professionnels qui vont dans une compétition, on peut user la machine. Et en Afrique, quand même. En Afrique, oui. C'est pas évident. Avec les problèmes de retard de vol. Des escales de 6 heures de temps. Donc, vous militez pour la position de Giresse. Clairement. Clairement. C'est-à-dire, on joue le match le vendredi soir. Ouais. Contre l'Égypte et samedi matin, l'avion de commandement, direction Gaborone. Ouais, comme ça, avec la presse dedans. Et j'espère qu'au final, il y aura les résultats. Ils ont intérêt. Ils sont obligés et comme ça, il n'y aura pas d'excuses, d'échappatoire. Très bien. Alors, on va parler aussi de football, mais cette fois-ci sur le plan international, parce que nos Lions se préparent dans leurs différents clubs et c'est normal. Nous sommes à l'aube du démarrage des championnats européens. Ça se passe entre les États-Unis et l'Europe. On a vu donc ce tournoi de l'Emirates qui s'est achevé hier et puis on a vu également cette opposition entre le Real Madrid et Manchester United, tout ça vu et revu par Pape Faraning. À l'aube de la reprise en Europe, les clubs affûtent leurs armes. Beaucoup d'entre eux se sont donné rendez-vous aux USA pour le tournoi international de la Champions Club. Manchester United et Real Madrid se sont mesurés avec une victoire 3-1 des Mancuniers. Un match qui a accueilli 109 000 spectateurs, un record en Amérique du Nord. Avec cette victoire, Manchester United va jouer la finale contre Liverpool,
qui a gagné sa place en battant Manchester City au tir au but, 2 buts partout temps réglementaire. Un autre tournoi qui a mobilisé beaucoup de clubs, c'est l'Emirates Cup, un tournoi remporté par le FC Valence. Now he's 6, 7, 8 yards out. Gives Chesney no chance whatsoever. Here we see it again. On notera la victoire de Monaco 1-0 devant Arsenal avec le premier but de Falcao de retour de blessure. Marseille, bien en jambes durant les matchs amicaux, s'impose 3-1 face au Chievo. Nice a neutralisé le Barça, match nul 1 but partout. Pega por detrás, ¿no? Nada, la escuchan en el estadio del Niza. Xavi, gol del Barça, c'est beau. Juste un mot, Malal. Donc Xavi, il marque encore des buts? Ah bon, mais il n'est pas fini. Hein. Il était censé partir au Qatar, mais je pense que... Et dans le championnat américain, il est pas encore Oui, parti. dans le championnat américain, mais je pense qu'il a décidé de faire une saison de plus au Barça. J'espère que ce ne sera pas la saison de trop. Moi, j'espère. Pour les supporters du FC Barcelone. Et sûrement, ça ne le sera pas. On l'espère pour ceux qui supportent les Blaugrana. On va donc faire un point sur le marché des transferts. Après donc, la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de mouvements. Ceux qui ont brillé au Brésil ont été ciblés par les grandes équipes. Il y a eu des changements. Certains sont venus, d'autres sont partis. Faisons le point avec Lamine Djedjou. Le mercato européen en ébullition, l'Europe de football a connu des transferts retentissants, des fois surprenants à l'aube d'une nouvelle saison post-Coupe du Monde. Le Real de Madrid, fidèle à sa réputation, s'est payé le meneur de jeu colombien pour la coquette somme de 80 millions d'euros. James Rodriguez rejoint ainsi la Maison Blanche où il va retrouver Toni Kroos. L'international allemand s'est engagé pour 6 ans chez les Merengues. Le voisin catalan n'est pas resté inerte. Bien au contraire, le Barça s'est offert les services du buteur uruguayen Luis Suarez pour 80 millions d'euros. L'Atlético de Madrid, malgré les départs de certains cadres, s'est bien renforcé en attaque avec les signatures de l'attaquant croate Mandzukic. L'international français Antoine Griezmann s'est également engagé pour 30 millions d'euros. En Angleterre, Chelsea a cassé sa tirelire avec beaucoup de joueurs made in Liga. Cesc Fabregas pour 33 millions d'euros, Diego Costa 40 millions d'euros, Philippe Luis 25 millions d'euros. Chelsea qui a aussi enregistré le retour de Didier Drogba. Manchester United pour le moment n'a enregistré que l'arrivée de jeunes prometteurs Luke Shaw de Southampton et Herrera de Bilbao pour 76 millions d'euros à eux deux. Arsenal s'est renforcé avec le Chilien Alexis Sanchez, transfuse du Barça, pour 42 millions d'euros. En France, à part la signature de David Luiz au Paris Saint-Germain et celle imminente de Di Maria, on ne note pas encore de gros mouvements. En Italie, la Roma s'est renforcée avec les arrivées de Seydou Keita et Iturbe. La Juventus s'est contentée de Morata, mais a perdu son entraîneur Conte. En Allemagne, le Bayern de Munich et Dortmund sont prudents sur le marché malgré les arrivées de Lewandowski côté bavarois et Immobile côté Borussia. Voilà des informations donc, qui nous ont été données par Cher Tidiane Diao et Lamine Djedjou. Vous avez oublié Dembaba au Besiktas. Et un jeune de Niar Italie. Oui, Avignon, on en parle, c'est pas encore très sûr. Et Yoro Lamili qui signe au Boavista FC. C'est très bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le jeune joueur. Et le Real qui sera l'équipe à battre, je pense, cette année en Espagne. Oui, en tout cas, ils ont bien recruté. James Rodriguez et Toni Kroos. Bon, et puis il y a un gardien. Et Keylor Navas également, qui a été très bon durant cette Coupe du Monde. Je pense qu'ils refont le même coup. Lors du Mondial 2010 aussi, ils avaient pris Ozil et Khedira. Là, ils prennent Kroos et comment il s'appelle, James Rodriguez. Et le rival catalan aussi. Qu'est-ce que vous pensez peut-être du départ de Di Maria et de Khedira? Khedira qui a été excellent lors de la Coupe du Monde, qui est, je trouve, revenu à son meilleur niveau. Et que le Real Madrid laisse partir, je ne comprends pas. Même Di Maria aussi, hein. Bon, en tout cas, Fatou, il y a des spécialistes qui se posent des questions. Où est-ce qu'ils vont jouer tous ces milieux de terrain? Parce qu'il va manquer un taulier quand même au sein de ce milieu de terrain du Real Madrid, puisque Toni Kroos, James Rodriguez, c'est des joueurs très joueurs qui ne défendent pas beaucoup. Bon, je pense que même s'ils perdent Di Maria, certainement ils vont prendre le Brésilien, là, comment il s'appelle encore, celui qui joue à Wolfsburg.
Oula, bonne question. Celui qui qui a joué au milieu de terrain avec comment il s'appelle il était au milieu de terrain du Brésil lors de cette Coupe du Monde. Luis Gustavo. Oui, je pense qu'il risque de remplacer Khedira en cas de départ, mais quand même c'est des joueurs ultra offensifs pour ce Real Madrid. Bon, je pense que Carlo Ancelotti quand même, c'est vrai que c'est des talents. Mais pour la compo... pour Toni Kroos, est-ce que tu n'es pas un peu dur en disant qu'il est très... C'est vrai que c'est un joueur offensif. Mais c'est un taulier aussi, hein, il sait défendre. Taulier, mais souvent il joue avec un taulier. Au Bayern de Munich, il joue avec un vrai numéro 6. En équipe d'Allemagne également, il joue avec un vrai numéro 6. Au Real Madrid, je ne pense pas qu'il sera le vrai taulier. Il s'est donné des coups. Hein. Mais et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Mathieu au FC Barcelone? Parce que beaucoup de gens se sont étonnés de voir qu'un défenseur de 30 ans qu'on paye 40 millions d'euros pour qu'il vienne... 20 millions d'euros, d'accord, je suis très gentil, donc j'ai doublé la mise. Mais voilà, Jérémy Mathieu, beaucoup d'observateurs ont critiqué un peu l'arrivée de Jérémy Mathieu à Barcelone. Il y avait des problèmes aussi dans ce secteur-là. Oui, mais bon, Jérémy Mathieu, 30 ans... le problème Mathieu, peut-être, c'est parce qu'il est âgé de 30 ans et qu'il a coûté 20 millions d'euros. C'est le prix et l'âge qui pose problème. Mais en matière de qualité, je pense qu'il fait partie des meilleurs défenseurs centraux de la Liga. Il était le capitaine du Football Club de Valence. C'est pas rien. Et Valence ne voulait pas le lâcher. Il a du talent. Et le Barça... Il n'avait pas un profil Mathieu sur le marché des transferts. Il y a Marquinhos, mais le PSG ne veut pas le lâcher. Et Mathieu, c'est un défenseur qui est très très rapide. Et je pense que le Barça, avec sa défense haute là, ils ont tenté Mathieu, mais quand même. L'avenir nous édifiera. Le prix, il est cher, mais je pense que quand même, il a la qualité pour s'imposer au sein de cette équipe. Mais là, au FC Barcelone, moi personnellement, j'ai des doutes. Mais bon, on ne pas de plan